Je pense que la meilleure façon de voir les choses, c'est que le but de toute cette opération était de réaliser deux objectifs. Tout d'abord, donner un nouveau rôle à l'OTAN, car c'est l'OTAN qui a mené les frappes aériennes. C'était de loin l'engagement militaire le plus important, le seul engagement militaire significatif que l'OTAN ait jamais eu depuis 1949, à savoir l'opération Force délibérée. Et ce fut une victoire. On ne peut pas contester une victoire. Cela a donc donné un nouveau but à l'OTAN après cela. L'OTAN avait une nouvelle fonction. Elle avait un nouveau prestige. Deuxièmement, cela a souligné le fait que les États européens sont impuissants. Ils ont essayé pendant des années de régler le conflit, mais ils n'y sont pas parvenus. Cela montre à quel point ils sont incompétents. Seuls les États-Unis pouvaient le faire, parce que les États-Unis sont un pays clairvoyant et sage. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité, et aujourd'hui je m'entretiens à nouveau avec le Dr David Gibbs, professeur d'histoire à l'Université de l'Arizona. L'occasion est malheureusement triste, puisque nous commémorons ce mois-ci le 30e anniversaire du massacre de Srebrenica en 1995, au cours duquel plus de 8000 Bosniaques ont perdu la vie lors des atrocités de masse qui s'y sont produites. C'est de cela que nous souhaitons parler aujourd'hui. Alors, David, bienvenue à nouveau. Merci de m'accueillir à nouveau, Pascal. Eh bien, merci beaucoup de prendre le temps pour cela, car c'est un triste anniversaire. Peut-être pouvons-nous commencer par ce qui s'est exactement passé à Srebrenica il y a 30 ans ce mois-ci. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1995, Srebrenica était une soi-disant zone de sécurité. C'était une zone habitée principalement par le groupe ethnique musulman de Yougoslavie, musulmans étant ici non seulement une appartenance religieuse, mais aussi ethnique. Et pendant la guerre civile, une guerre civile très compliquée en Bosnie, la ville a été envahie en juillet 1995. Les forces serbes ont alors séparé les enfants de moins de 16 ans et les femmes, les déplaçant hors de la ville, puis ont massacré les hommes de plus de 16 ans, tuant plus de 8000 hommes. Cet événement est devenu presque iconique. Il est largement considéré comme un événement emblématique qui a donné une force morale perçue à l'interventionnisme. L'idée était que l'intervention menée par les Américains et l'OTAN, qui a eu lieu après ce massacre, était un développement très positif, excellent qui s'y donne, mais il a dû avoir lieu plus tôt. Et cela a également établi une sorte de norme morale, selon laquelle l'intervention est la solution appropriée face au nettoyage ethnique, aux violences faites aux femmes et à toutes sortes d'atrocités, que l'intervention menée par les Américains est la manière de traiter ces situations. Cela a donc donné une bonne réputation à l'interventionnisme, et cela l'a fait apparaître comme un acte moral. Cet argument a été utilisé à maintes reprises, notamment lors de la préparation de la guerre en Irak, en 2003. On citait « Regardez ce qui s'est passé à Srebrenica. Nous avons attendu trop longtemps à Srebrenica. » Et pour la Libye, encore une fois, c'était « Renversons Kadhafi. Il fallait le renverser pour éviter un massacre semblable à Srebrenica. » Ce genre d'argument revient sans cesse, et cet événement est ainsi devenu presque un moment fondateur. Oui, cela revient encore aujourd'hui, à plusieurs reprises. Non seulement sous la forme « nous avons agi trop tard », mais aussi comme « nous avons une obligation morale d'empêcher un second Srebrenica », n'est-ce pas? Il est nécessaire d'intervenir, sinon nous aurons un autre Srebrenica. Je suppose que l'un des points que je veux souligner ici, c'est que tout cela aurait pu être évité grâce à la diplomatie. L'idée, en gros, c'est que les États-Unis ont bloqué des options diplomatiques qui auraient permis de mettre fin à la guerre plus tôt, voire de l'empêcher de commencer, puis ont eu recours à une intervention militaire
pour la régler sur le champ de bataille d'une manière qui servait les objectifs stratégiques américains. À un coût très élevé. Toute la guerre aurait pu être évitée. 100 000 vies auraient pu être sauvées. Le massacre de Srebrenica n'aurait probablement jamais eu lieu. On oublie souvent ce détail. La diplomatie était une véritable option ici, et cette diplomatie a été bloquée. Oui, donc ce qui est malhonnête dans toute cette situation, c'est qu'il n'était même pas nécessaire d'en arriver au point où l'intervention était la seule option pour arrêter la violence. Mais pouvons-nous peut-être clarifier un peu cela? À quel moment? Parce que le massacre de Srebrenica a eu lieu en 1995 en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas? Et cela s'est produit 5 ans après l'Union soviétique. Pardon, après que la Yougoslavie a déjà commencé à s'effondrer. 4 ans, 4 ans, 4 ans. Oui, pardon. De 1991 à 1995. Donc, 4 ans après le début des guerres de Yougoslavie, qui était une série d'événements politiques différents, aboutissant aujourd'hui à 7 États successeurs issus de ce qui était autrefois la Yougoslavie. Donc, pouvez-vous peut-être nous dire où devrions-nous commencer l'histoire du massacre de Srebrenica? Je pense que tout a vraiment commencé avec l'éclatement de la Yougoslavie. La Yougoslavie était un État communiste multiethnique, je dirais, dans l'ensemble très réussi. On la citait souvent comme une forme relativement humaine de communisme qui avait elle a commencé à se désintégrer à la fin des années 1970, mais dans le contexte, je dirais, d'une crise mondiale du capitalisme qui a également touché les États non capitalistes d'Europe de l'Est. Mais jusqu'aux années 1970, pendant les 25 premières années de son existence, la Yougoslavie était considérée comme un État communiste exceptionnellement réussi. Et on la citait comme, sinon pleinement démocratique en ce sens, du moins autogérée par les travailleurs. Il y avait un système d'autogestion ouvrière et des taux de croissance économique très élevés. Mais elle a commencé à se désintégrer pour des raisons économiques. Je sais que Susan Woodward était invitée sur votre podcast il y a quelques mois, et elle a été très efficace pour souligner l'importance de l'économie dans la dissolution de la Yougoslavie, ainsi que dans le déclenchement d'une série de guerres ethniques particulièrement violentes. De manière générale, lorsque les populations sont appauvries et soumises à l'austérité et au chômage, cela fait ressortir des tendances très néfastes. Et c'est clairement ce qui s'est passé en Yougoslavie. La Yougoslavie a donc commencé à se disloquer, et le caractère multiethnique du pays, qui avait été géré avec beaucoup de succès jusque-là, a commencé à provoquer d'énormes tensions. Cela n'était cependant pas une fatalité. L'événement clé qui a provoqué la dislocation, selon moi, a été l'intervention étrangère, pas d'abord des États-Unis, mais de l'Allemagne. En 1990, l'Allemagne s'était réunifiée, et les Allemands affichaient vraiment une certaine, je ne sais pas comment le dire, arrogance, disons, puisqu'ils étaient désormais le pays le plus grand et le plus puissant d'Europe. Ils allaient mettre de côté leur puissance passée, leur timidité en matière de politique étrangère, et ils ont agi en dehors de l'Union européenne et de l'OTAN, en commençant à encourager ouvertement l'éclatement de la Yougoslavie. Ils ont commencé à communiquer avec les élites de Slovénie et de Croatie, qui étaient les républiques les plus riches. Ils voulaient se séparer pour plusieurs raisons, notamment le comportement de nombreux acteurs. Milosevic, bien sûr. Franjo Tudjman de Croatie était un autre personnage très inquiétant. Mais je pense que la principale raison pour laquelle ils voulaient se séparer, c'est qu'ils étaient les républiques les plus riches et qu'ils ne voulaient tout simplement pas partager leurs richesses avec les républiques moins aisées. Et c'est vraiment la principale raison pour laquelle je pense qu'ils voulaient se séparer. Cela revient sans cesse. Vous savez, il y a eu un article écrit par 2 hauts responsables du gouvernement slovène qui affirmait
que l'une des raisons pour lesquelles ils voulaient se séparer était qu'ils pourraient établir plus efficacement une économie de marché libre, de style néolibéral, et qu'ils n'auraient plus à partager leurs richesses avec le reste du pays. Il y avait donc une certaine cupidité derrière cela. Mais l'Allemagne a joué un rôle crucial en leur disant, dès 1990, « Si vous vous séparez de la Yougoslavie, nous, les Allemands, nous vous soutiendrons. » Et les preuves à ce sujet sont accablantes. Nous les tenons de plusieurs sources. Nous les tenons de Stjepan Mesić, l'ancien président de la Croatie. Nous les tenons de David Halberstam, un auteur lauréat du prix Pulitzer qui a interviewé de nombreuses figures clés. Nous les tenons de plusieurs revues militaires différentes. Ainsi, ces multiples sources vont toutes dans le même sens. L'Allemagne a joué un rôle déterminant en faisant savoir à la Slovénie et à la Croatie qu'elle bénéficierait du soutien de l'Allemagne si elle se séparait. Je pense que la motivation de l'Allemagne ici était, du moins en partie, anticommuniste. Les responsables allemands ont déclaré ouvertement qu'ils préféraient la Slovénie et la Croatie parce qu'elles avaient élu des partis non communistes, contrairement à la Serbie, qui avait élu les anciens communistes. Ainsi, l'anticommunisme a été un facteur, mais l'Europe du Sud-Est était également une sphère d'influence traditionnelle de l'Allemagne. Le secteur privé allemand et le gouvernement allemand étaient tous deux désireux de rétablir la primauté allemande dans cette région, et ils ont donc encouragé l'éclatement de la Yougoslavie. Ils n'avaient pas vraiment besoin d'en faire beaucoup plus. L'Allemagne s'imposait comme le pays le plus puissant d'Europe, et bien sûr, cela a beaucoup de poids lorsque l'Allemagne donne son feu vert à la sécession. Pour ce qui est de la chronologie, c'était au début de 1991. Parce que si je me souviens bien, la grande réunion du Parti communiste yougoslave qui a été déterminante, je crois qu'elle a eu lieu vers avril ou mai 1991, non? Je ne me souviens pas du jour ou de l'heure exacte de la réunion. La sécession proprement dite a eu lieu en juin 1991, a été la déclaration formelle de sécession. Mais c'est à cause des médias. Oui, les États-Unis à cette époque étaient préoccupés. 1991 a été une année très chargée pour les États-Unis. Il y a eu la première guerre du Golfe, le plus grand déploiement de forces militaires depuis le Vietnam. C'était aussi l'année de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc les États-Unis ne s'intéressaient pas vraiment à la Yougoslavie. Cependant, des responsables slovènes ont rencontré Lawrence Eagleburger, qui a brièvement été secrétaire d'État, et ont essentiellement dit « Les Allemands nous encouragent à faire sécession ». Qu'en pensez-vous? Et Eagleburger a dit « Nous préférerions que vous ne fassiez pas sécession, mais nous n'interviendrons pas pour vous en empêcher si vous le faites. » Donc c'était encore un autre, sinon un feu vert, du moins un feu orange, de la part des États-Unis. Ils ont donc essentiellement reçu des encouragements de l'étranger. Et je pense que cela a été le facteur décisif dans l'éclatement de la Yougoslavie. Encore un point, je sais que vous vouliez intervenir, mais il y a un autre point que je souhaite souligner. La Yougoslavie, vous savez, le système fédéral était en train de s'effondrer. Mais un facteur majeur qui a contribué à maintenir l'unité, du moins jusqu'à ce moment-là, était l'armée nationale yougoslave, qui était l'une des plus grandes armées d'Europe. Et, contrairement à la croyance populaire, son haut commandement était multiethnique. Les principaux généraux étaient de nationalités différentes. Il existe un mythe selon lequel il était dominé par les Serbes. Ce n'est pas vrai, certainement pas parmi les plus hauts gradés. Les deux figures principales étaient le général Veljko Kadijević, d'origine croate et serbe, et le vice-ministre de la Défense était l'amiral Stan Brovet, qui était slovène. Il s'agissait donc d'un groupe très multiethnique, très orienté vers le communisme, très idéologique et pro-yougoslave.
Ils étaient pleinement déterminés à utiliser la force pour empêcher la sécession. Ce qui est remarquable, c'est que l'Union européenne et les États-Unis ont tous deux insisté sur le fait que le recours à la force était inadmissible. Vous ne pouvez pas utiliser la violence pour empêcher la sécession. S'ils veulent faire sécession, ils en ont le droit. C'est un développement remarquable, car le droit international, jusqu'à cette époque, s'était fermement opposé à la sécession, considérant que la sécession est inadmissible. Je viens d'un pays, les États-Unis, où cela a été établi en 1861. Abraham Lincoln a fait la guerre contre le Sud, non pas initialement pour arrêter l'esclavage, mais pour empêcher la sécession. Ainsi, la sécession a toujours eu une connotation très négative tout au long de la guerre froide. Mais soudainement, la communauté internationale était prête à accepter la sécession. Je pense donc que c'est le principal facteur qui a conduit à l'éclatement de la Yougoslavie, l'encouragement international à la sécession. Nous devons également ajouter que l'Occident n'a pas qualifié cela de sécession. L'Europe de l'Ouest a parlé du droit à l'autodétermination. Il continue d'ailleurs à l'appeler ainsi aujourd'hui au Kosovo, le droit à l'autodétermination, et non la sécession. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'Espagne n'a jamais reconnu le Kosovo, parce qu'ils savent qu'ils ont des minorités, une minorité aisée autour de Barcelone, qui aimerait faire sécession. Et les Basques aussi, qui voudraient faire de même. Mais la Constitution espagnole dit que cela n'est possible que si toute l'Espagne donne son accord. Et je ne sais pas si la Yougoslavie avait un processus formel à ce sujet. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Le processus stipulait essentiellement qu'il devait y avoir unanimité parmi les 8 différentes provinces et républiques autonomes pour apporter tout changement aux frontières internationales de la Yougoslavie. C'est ce que disait la Constitution. Elle exigeait l'unanimité des différentes composantes de l'État yougoslave pour se séparer. Et bien sûr, il n'y avait pas d'unanimité. C'était illégal selon la Constitution. Donc il y a... Oui. Donc le fait que les Allemands et les États-Unis disent « Vous savez, si vous voulez faire sécession, alors nous soutenons cela », ce serait comme si aujourd'hui ils disaient « D'accord, si différentes régions d'Espagne veulent faire sécession, alors nous vous donnons le feu vert et vous pouvez dissoudre l'État espagnol. » Et bien sûr les Yougoslaves, encore une fois, les membres du parti, le point est que les dirigeants de cette sécession étaient, corrigez-moi si je me trompe, mais ils étaient tous communistes, n'est-ce pas? Comme Franjo Tudjman. Pas tout à fait. Izetbegović de Bosnie-Herzégovine était la seule grande figure non communiste, mais tous les autres, Kukan, Slobodan, Tudjman de Croatie, bien sûr, Milosevic de Serbie, étaient tous d'anciens communistes qui ont quitté le parti alors qu'il se désintégrait. Le parti ne fonctionnait plus au niveau fédéral en 1991. Le seul élément yougoslave qui restait intact était l'armée. Pourquoi les États-Unis ont-ils donné, comme vous l'avez dit, un feu jaune? Parce que la même année, en 1991, en août, George H.W. Bush a prononcé un discours important en Ukraine, devant la Rada ukrainienne, en disant « S'il vous plaît, ne faites pas sécession. Nous pensons qu'il vaut mieux que l'Union soviétique reste unie. » Pourquoi, dans le contexte de la Yougoslavie, semblait-il y avoir plus de soutien à la sécession? Je ne suis pas sûr. C'était peut-être un moment d'étourderie. Il semble en effet que les États-Unis ne se concentraient pas sur la Yougoslavie et qu'ils ont essentiellement laissé l'Allemagne prendre les devants. Un secrétaire d'État ultérieur, après Eagle Burger, il s'appelait James Baker, a déclaré que « Nous n'avons pas de chien dans ce combat ». C'était son expression. Ils ont donc permis aux Européens de dominer ce qui était au départ perçu comme un conflit local, une instabilité politique dans un pays qui ne concernait pas les États-Unis,
lesquels avaient des ambitions plus vastes, ou du moins, qui semblaient plus vastes à l'époque. Ce n'est que plus tard que les États-Unis sont intervenus. J'y reviendrai dans un instant. Mais au départ, c'était l'Allemagne qui menait. Et là, l'Allemagne a vraiment joué un rôle crucial. Et c'est vraiment le seul cas auquel je peux penser où l'Allemagne a agi unilatéralement. Elle a agi en dehors de l'Union même. Elle a agi sans l'autorisation des Américains, même si les États-Unis ont ensuite approuvé ce qu'ils avaient fait. Donc au départ, c'était vraiment une incursion allemande dans la politique des grandes puissances, célébrant, je suppose, leur nouveau pouvoir issu de la réunification. D'ailleurs, cela a créé un très mauvais précédent, car on pourrait dire que l'un des grands accomplissements de la guerre froide était l'absence de sécession. Il y a eu la décolonisation, mais c'était juridiquement une chose complètement différente. Mais le démantèlement des pays était considéré comme interdit. Cela n'était pas autorisé. C'était trop déstabilisant. J'ai d'ailleurs une formation d'africaniste. C'est par là que j'ai commencé. Et l'une des choses en Afrique, c'est qu'on ne divise jamais les pays, car si l'on commence à modifier les frontières, il n'y aura pas de fin à l'effusion de sang et à l'instabilité. Il vaut donc mieux garder les frontières intactes, même si elles sont très imparfaites. Et cela est devenu une norme mondiale. Et cela a pris fin avec la Yougoslavie. Cela a vraiment introduit un tout nouvel élément d'instabilité dans la politique mondiale depuis lors. Je ne pense pas qu'on ait pleinement compris que la Yougoslavie a en quelque sorte ouvert une boîte de Pandore, pourrait-on dire, à l'échelle mondiale, pas seulement pour la Yougoslavie, mais pour le monde entier. C'est aussi, vous savez, l'une des choses qui nous agace un peu quand nous entendons des Européens dire que 2022 est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des frontières ont été modifiées par la force à cause de la Russie. Non, des frontières ont déjà été modifiées par la force. On ne peut pas oublier les 10 années de la Yougoslavie. Franchement. Je pense, fondamentalement, que la position des États-Unis est qu'aucun pays n'a le droit de modifier les frontières, à moins que nous ne l'orchestrions, à moins que les États-Unis ne l'orchestrent. Je pense que c'est la position des États-Unis. Au fur et à mesure que cela avançait en 1991, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'à un certain moment, l'Amérique est devenue un acteur clé, en fait, pour empêcher un accord que les Européens, comme vous l'avez expliqué la dernière fois, ont tenté de négocier afin d'éviter l'effusion de sang. Pouvez-vous expliquer cela? Oui, le contexte ici. Le contexte, encore une fois, était qu'avec la fin de la guerre froide, l'Europe a commencé à avoir, je l'ai mentionné lors de notre précédente discussion, que l'Europe a commencé à avoir des ambitions d'agir indépendamment de l'OTAN. On supposait que l'OTAN allait dépérir. Je ne pense pas que quelqu'un ait réellement demandé l'abolition de l'OTAN, mais on supposait que l'OTAN allait dépérir, faute d'utilité. Et les États-Unis se retrouveraient en position d'établir une domination sans égale, ce que les Européens considéraient comme malsain, et que l'Europe pourrait servir de contrepoids à l'unilatéralisme américain. Désormais, l'Union soviétique avait disparu. L'OTAN n'était plus nécessaire, puisqu'après tout, il n'y avait plus d'Union soviétique. Il n'y avait aucune menace là-bas. Et les États-Unis étaient déterminés à empêcher cela. Les États-Unis voulaient réaffirmer la valeur de l'OTAN et bloquer l'indépendance européenne, et chercher une occasion de le faire. Je pense que ce qui les a poussés à changer d'avis sur la Yougoslavie, c'est simplement ceci. Début 1992, il était évident que la Yougoslavie devenait un enjeu mondial majeur. La presse en parlait constamment. Cela attirait une grande attention. C'était embarrassant que les États-Unis ne soient pas profondément impliqués dans cette affaire.
On avait l'impression que les Européens allaient utiliser la guerre en Yougoslavie comme une occasion de démontrer leur capacité à agir en tant que puissance mondiale. Gardez à l'esprit qu'en 1991, il y a eu la conférence de Maastricht, où l'Europe a essentiellement décidé de se doter de sa propre politique étrangère, d'établir une présence diplomatique sur la scène internationale. Et une fois de plus, les États-Unis étaient déterminés à insister pour que si cela devait se faire, ce soit sous leur égide, ce qui bloquerait les efforts d'indépendance de l'Europe. La Yougoslavie est alors devenue l'arène où ils allaient atteindre cet objectif. Ainsi, ce que les États-Unis devaient désormais faire, puisque l'Allemagne avait en quelque sorte parrainé la sécession de la Slovénie et de la Croatie, c'était de parrainer à leur tour la sécession de la Bosnie-Herzégovine. La Yougoslavie ne s'était pas encore complètement disloquée, mais au début de 1992, avec l'éclatement imminent du pays, la Bosnie-Herzégovine se préparait à faire sécession. Les États-Unis ont fortement encouragé cette démarche et ont commencé à établir des liens étroits avec le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine dirigé par Alija Izetbegović. Un mot sur la Bosnie-Herzégovine. C'est une république très complexe car elle compte 3 groupes ethniques. Les plus nombreux étaient les musulmans bosniaques. Je crois qu'ils représentaient 44% de la population. Ensuite, les Serbes ethniques constituaient environ un tiers et les Croates le reste. Ainsi, avec ces 3 groupes ethniques, il y avait toujours un certain degré de tension entre eux. Et il y avait désormais une crainte de guerre ethnique qui s'est effectivement produite. L'Union européenne a donc réuni les 3 groupes ethniques à Lisbonne au début de 1992 et a établi un accord pour la décentralisation du pouvoir au sein d'un État bosniaque, où chaque groupe ethnique serait politiquement dominant, selon la Constitution, dans certaines parties de la Bosnie. La majeure partie des terres a été attribuée aux musulmans bosniaques. Les Serbes, je crois, ont reçu la plus grande part du territoire, 43%, car ils étaient traditionnellement ruraux et pouvaient ainsi détenir la majorité des terres. Le territoire a été réparti entre les différents groupes ethniques et il s'agissait d'un système très décentralisé. Et Alija Izetbegović, à ce moment-là, tout le monde était prêt à signer. Ils étaient sur le point de conclure l'accord. L'accord était négocié par le diplomate portugais José Coutilheiro et par Peter Carrington, l'ancien ministre britannique des Affaires étrangères. Ensuite, l'ambassadeur américain Warren Zimmerman a rencontré à la fois les Croates et les musulmans et leur a dit « Vous n'êtes pas obligés de signer si vous ne le souhaitez pas », laissant fortement entendre que les États-Unis les soutiendraient s'ils ne signaient pas. Les États-Unis les ont en fait encouragés à ne pas signer, et l'accord s'est alors complètement effondré. Les musulmans bosniaques et les Croates se sont tous deux retirés de l'accord, et ce fut la fin de l'accord. Le pays est entré en guerre peu de temps après. C'est une véritable tragédie, car cette guerre aurait pu être évitée grâce à cet accord. Le mythe veut que les Serbes n'auraient jamais accepté cela, parce qu'ils sont soi-disant trop agressifs. Les Serbes étaient enthousiastes à propos de cet accord. Radovan Karadzic, qui est ensuite devenu l'une des figures les plus agressives et a été responsable de nombreuses atrocités, était un dirigeant serbe de Bosnie. Il a célébré cet accord, affirmant que c'était une chose merveilleuse. La CIA a publié plus tard un rapport dans lequel elle indiquait que, même après l'échec de l'accord, les Serbes étaient désireux de le relancer pendant un certain temps. Il s'agissait donc d'un accord très viable. Il aurait très probablement permis d'éviter la guerre. C'est précisément ce que les États-Unis ne voulaient pas, car cela aurait donné de la crédibilité à l'Union européenne pour agir indépendamment des États-Unis. La position américaine était que personne ne devait résoudre ce problème à part les États-Unis. Et s'il fallait une guerre pour le prouver, qu'il en soit ainsi.
C'était, en substance, la position américaine. C'est tellement triste. C'est aussi, vous savez, pour ceux d'entre nous qui ont suivi l'évolution de la guerre en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, au fil du temps, cela rappelle tellement tous ces moments où la diplomatie était sur le point d'empêcher l'effusion de sang, et comment la diplomatie, si elle est torpillée, même par une seule grande puissance, non pas en faisant échouer l'accord, mais en encourageant l'une des parties à ne pas l'accepter. Comment alors la guerre devient l'issue inévitable de cela, ce qui est en réalité la méthode préférée, n'est-ce pas? Nous l'avons vu en 2022, en avril à Istanbul, lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni ont dit à l'Ukraine « Ne signez pas, n'acceptez pas ». C'est exact. Nous réglerons cela sur le champ de bataille. Et nous l'avons vu en 1992, ils ont dit, 30 ans plus tôt, « Ne signez pas, nous réglerons cela sur le champ de bataille ». Bien sûr, le champ de bataille est alors devenu extrêmement brutal, et cela a mené jusqu'à Srebrenica. C'est exact. Cela aurait été Srebrenica. On n'aurait pas eu à parler de Srebrenica si cet accord avait été signé. Oui, le parallèle ici est très proche, bien sûr, de la période précédant la guerre en Ukraine, y compris les accords d'Istanbul, qui ont été bloqués par les États-Unis et la Grande-Bretagne. À cette époque, d'ailleurs, la Grande-Bretagne agissait de manière beaucoup plus indépendante des États-Unis. Elle soutenait un règlement pacifique et était en accord avec l'Union européenne. Plus tard, ils sont peut-être devenus le petit chien préféré de l'Amérique. Mais, un autre point que je veux ajouter ici, c'est qu'il s'agissait d'une période où l'élément néoconservateur au sein de l'establishment de la politique étrangère américaine gagnait de plus en plus de pouvoir, en particulier Paul Wolfowitz, le secrétaire adjoint à la Défense. Et il a élaboré un plan, en gros, pour une domination unilatérale des États-Unis comme force directrice qui devrait orienter la politique américaine dans la période d'après-guerre froide. Et je pense que la Bosnie-Herzégovine devait être le principal cas de test du plan de Wolfowitz. L'une des principales caractéristiques des néoconservateurs, c'est de ne pas négocier. On ne négocie pas, on utilise la force pour atteindre son objectif, car négocier implique un compromis. Les États-Unis n'aiment pas le compromis. Quoi qu'il en soit, c'est essentiellement le premier exemple où les États-Unis bloquent des négociations. Il y en a d'autres aussi. Mais laissez-moi voir si vous avez une question avant que je continue. Je voudrais donc vous demander quels autres stades du conflit ont été importants dans la montée vers le massacre de Srebrenica. Y a-t-il eu un autre moment où les choses auraient pu être désamorcées? Oui. Eh bien, tout d'abord, la guerre a effectivement commencé peu après l'échec de l'accord de Lisbonne et a d'abord pris la forme. Au début, il y a eu brièvement une alliance entre les Croates et les musulmans, mais c'était en quelque sorte un mariage de convenance contre les Serbes. En fin de compte, lorsque l'armée nationale yougoslave a commencé à se disloquer et que Milosevic a pris le contrôle, en gros, de ce qu'il en restait, il a purgé les éléments non serbes et en a fait un instrument de l'hégémonie serbe. Au cours de cette désintégration, de nombreux officiers et équipements lourds ont été remis aux Serbes ethniques de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'aux Serbes ethniques de Croatie. Et à cause de cela, les Serbes avaient tout simplement le plus d'armes. Dans la guerre ethnique qui a éclaté en Bosnie-Herzégovine, les Serbes ont toujours eu l'avantage jusqu'à la fin, car ils disposaient du plus grand nombre d'armes. Ils étaient en position d'adopter un comportement agressif et de procéder à un nettoyage ethnique sur la majeure partie du pays. En quelques mois, ils contrôlaient, je crois, 70% du territoire de la Bosnie-Herzégovine et ont mené un nettoyage ethnique massif contre les musulmans bosniaques et les Croates. Je dois vraiment dire qu'aucun des camps n'a fait preuve d'une grande valeur morale. Certes, les Serbes non, mais les musulmans et les Croates,
Eux aussi. D'abord, ils se sont eux-mêmes livrés à une guerre qui a duré presque un an. Leur alliance s'est rompue, et cela s'est transformé en une guerre à trois, avec des atrocités commises de part et d'autre. Ils n'ont jamais eu autant d'armes que les Serbes. Ils n'ont pas commis autant d'agressions ni autant d'atrocités que les Serbes. La meilleure estimation dont nous disposons provient d'une étude réalisée par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui a estimé qu'au cours de la guerre, il y avait en gros 2 fois plus de morts parmi les Croates et les musulmans que parmi les Serbes. Cela reflétait le fait que les Serbes étaient la partie la plus agressive parce qu'ils disposaient du plus grand nombre d'armes. Mais lorsque les soi-disant gentils, présentés comme tels, les musulmans bosniaques et les Croates, ont eu l'occasion, ils ont eux aussi commis d'horribles atrocités. Pas dans les mêmes proportions, cependant, car ils avaient moins d'armes. Il y a un exemple de cela. Des responsables de l'OTAN, dont le général Boyd, un haut gradé de l'OTAN, ont déclaré dans Foreign Affairs qu'il ne fait aucun doute que les musulmans bosniaques bombardaient souvent leurs propres civils et en rejetaient la faute sur les Serbes, comme cela se faisait régulièrement. Les musulmans bosniaques ont eu des comportements très cyniques. Il ne faut pas sous-estimer non plus leur brutalité, leur potentiel de brutalité. Mais encore une fois, ce n'était pas à la même échelle que les Serbes. J'y reviens sans cesse parce que les Serbes disposaient simplement de plus d'armes. C'est ainsi que je le comprends. La plupart des gens diraient que c'est parce que les Serbes étaient tout simplement des gens pires et plus agressifs. Mais je ne pense pas qu'une lecture attentive des faits le confirme. Je pense simplement que les Serbes étaient plus capables de comportements agressifs et d'atrocités. Quoi qu'il en soit, je suis désolé. Voulez-vous ajouter quelque chose à ce sujet? Non, il est également important de noter qu'une chose que nous ne devons pas sous-estimer, c'est la complexité extrême de la situation militaire, car elle n'était pas sous contrôle centralisé en permanence, n'est-ce pas? Les Serbes, en particulier en Bosnie-Herzégovine, avaient des forces sous le contrôle de différentes factions, et il existait parmi ces groupes paramilitaires des tendances très fortes et violentes à chercher à se venger des atrocités qu'ils avaient eux-mêmes subies. On assiste donc à une logique de violence qui engendre encore plus de violence, avec des forces distinctes qui commencent à s'affronter. Tout n'était donc pas coordonné par le commandement central. Je pense que les forces serbes étaient en réalité les plus intégrées à cet égard. Mais ce n'était pas le cas des autres. Oui, je pense que c'est probablement vrai, parce que les officiers de rang intermédiaire de l'armée nationale yougoslave étaient en grande partie des Serbes. Et beaucoup de ces officiers ont rejoint l'armée des Serbes de Bosnie, ce qui a facilité leur intégration. C'était une guerre très compliquée, extrêmement compliquée. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, je devrais ajouter que les Serbes de Bosnie ont reçu une aide importante de la République de Serbie, dirigée par Milošević. C'est ainsi que la guerre a évolué. Pendant toute cette période, 2 choses se sont produites. Tout d'abord, les Européens ont continué avec ténacité à essayer de parvenir à un règlement négocié en agissant avec le secrétariat de l'ONU. Pendant toute la guerre, en réalité pendant la majeure partie de la guerre, David Owen, l'ancien ministre britannique des Affaires étrangères, avait désormais remplacé le diplomate portugais. David Owen a écrit ses mémoires, et pendant littéralement des années, il a tenté de négocier un accord quelque peu similaire à l'accord de Lisbonne. Il affirmait que le principal obstacle à cela était que les États-Unis ne cessaient de torpiller ses efforts. Et encore une fois, c'est une attitude très cynique que d'agir ainsi de la part des États-Unis. Je dois ajouter qu'il y avait soi-disant une justification morale à cela.
Et la base morale était que les États-Unis affirmaient sans cesse que les Serbes se voyaient accorder trop de contrôle sur trop de terres, selon les propositions Owen. Ils allaient recevoir 43% du territoire, alors qu'ils ne représentaient, je crois, que 31% de la population. C'était une capitulation. C'était un cadeau fait aux Serbes. C'était, selon les Américains, une récompense pour le nettoyage ethnique. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, car, encore une fois, les Serbes étaient principalement ruraux, c'est-à-dire qu'ils étaient des gens de la campagne. Ils contrôlaient naturellement plus de terres que les autres groupes, ce qui s'expliquait par leur démographie rurale. Mais dans tous les cas, il aurait sûrement été préférable de mettre fin à la guerre plus tôt. Il aurait été plus moral d'y mettre fin rapidement, mais les Américains ont continué à s'y opposer. Et je pense que la raison en était qu'ils ne voulaient pas que les Européens reçoivent le mérite d'avoir mis fin à la guerre. Maintenant, la question était, pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas directement intervenu dans la guerre pour la régler selon leurs propres conditions? Ils l'ont finalement fait, mais cela leur a pris beaucoup de temps. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? C'est une question intéressante. Je pense que la raison en est que même si, au niveau politique, d'abord sous Bush puis encore plus sous Clinton, ils ne voulaient pas intervenir, l'armée américaine était réticente à l'idée. Le président des chefs d'état-major interarmés, au départ sous Bush, puis durant les premiers mois de la présidence Clinton, était le général Colin Powell, le très célèbre Colin Powell, qui avait remporté la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. C'était le sommet de son influence. C'était un vétéran qui avait servi au Vietnam dès les débuts et gardait des souvenirs très amers du fiasco vietnamien et de la catastrophe que cela avait représenté. Non seulement pour le pays, mais aussi pour l'armée. Il avait passé toute sa carrière dans l'armée. Il ne voulait pas revivre un nouveau Vietnam. Il se montrait donc très méfiant à l'égard de toute intervention risquant d'engager les États-Unis sur le long terme, sans possibilité immédiate de victoire. Il a donc essentiellement bloqué toute intervention directe des États-Unis. Ce n'était pas vrai pour l'ensemble de l'armée. L'armée de l'air était très désireuse d'intervenir. Il y avait certainement des généraux de l'armée de terre, Wesley Clark par exemple, qui voulaient intervenir. Mais encore une fois, Powell a essentiellement empêché que cela se produise. Il en a résulté une longue période pendant laquelle les États-Unis, de manière très maladroite, tentaient de bloquer les règlements négociés et encourageaient les musulmans bosniaques à croire qu'ils pourraient finalement régler cela sur le champ de bataille, sans toutefois leur donner réellement les moyens de le faire. Ainsi, cette guerre atroce se poursuivait, et les États-Unis menaient une politique schizophrène, bloquer les règlements négociés, mais sans intervenir réellement par la force. Alors, d'où venaient les armes utilisées par l'autre camp? Je veux dire, une partie devait provenir des stocks, non? Que les Croates et les Bosniaques ont pu utiliser. Mais d'où venait le reste? Eh bien, c'est là toute l'histoire. Un changement s'est opéré dans la politique américaine à la fin de 1993, lorsque Powell a quitté son poste de président des chefs d'état-major interarmés. Le nouveau président, le général Shalikashvili, était beaucoup plus favorable à l'intervention. Les États-Unis devaient d'abord régler diplomatiquement la guerre entre les Croates et les musulmans et établir un front uni entre eux, ce qu'ils ont fait, car ils se combattaient également, les Croates et les Bosniaques. Il s'agissait essentiellement d'une guerre à trois. Aux États-Unis, le récit est très important ici, comme vous le savez, et le récit était essentiel. Le récit était que toute l'agression était menée par les Serbes. La seule chose que vous devez savoir sur cette guerre extrêmement complexe, c'est qu'il y avait ces personnes très agressives appelées les Serbes. Et ils ont été présentés d'une manière vraiment assez haineuse, on pourrait dire,
comme si les Serbes étaient simplement de mauvaises personnes. Le problème, c'est que cela ne correspondait pas vraiment à la réalité, car il s'agissait d'une guerre à 3 camps. Les 3 parties s'attaquaient mutuellement. Les États-Unis ont donc dû régler la guerre entre les Croates et les musulmans, ce qu'ils ont fait diplomatiquement, et établir qu'il fallait parvenir à un règlement. Le règlement a été conclu à Washington, puis les États-Unis vous soutiendraient sur le champ de bataille. Puis, les États-Unis ont commencé à organiser de tous les endroits possibles que l'Iran fournisse des armes à l'alliance bosno-musulmane et également au gouvernement croate en même temps. Nous reviendrons sur l'implication de la Croatie dans un instant. Cela violait un embargo sur les armes imposé par l'ONU, mais les États-Unis ont tout simplement ignoré cet embargo. Ils ont simplement aidé à livrer les armes. Là encore, il s'agissait d'une violation technique du droit international, mais cela a tout de même été fait. Est-ce que cela était connu à l'époque? Non, ce ne l'était pas. Cela a été fait en secret et ce n'est ressorti que plus tard. Un enquêteur néerlandais qui avait accès aux archives de l'OTAN a rédigé un rapport pour le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il a essentiellement révélé les livraisons d'armes. Avec ces nouvelles armes, on a progressivement commencé à obtenir un rapport de force un peu plus équilibré, même si les Serbes conservaient une position dominante. Ce qui a finalement fait pencher la balance, c'est l'intervention du gouvernement croate du côté bosniaque et le début des frappes aériennes de l'OTAN. Mais là encore, il y avait toujours des réticences au sein de l'armée à réellement passer à l'action. Ainsi, les États-Unis ont continué à ne pas porter le coup final aux Serbes. Ce qu'ils attendaient, je pense, c'était un événement sensationnel, capable de galvaniser l'opinion publique. Et cet événement, ce fut Srebrenica. Je suis désolé. Continuez. Oui, pouvez-vous nous donner la chronologie? Parce que la Slovénie s'est séparée de la Yougoslavie en 1991, très tôt dans l'été, je crois. 3 jours de combat, et puis c'était fini. Et la Croatie, ça a été beaucoup plus sanglant et difficile, mais c'était la deuxième. 1992, 1993, quand cela s'est officiellement, 1991, les deux ont eu lieu en 1991. 1991. Et puis, en 1992, il y a eu la Bosnie. Et la Bosnie a alors commencé ce qui fut en réalité une guerre de 3 ans et demi. La Bosnie a été de loin la plus sanglante de toutes les guerres yougoslaves. 100 000 morts au total, tous camps confondus. Bien que la sécession croate ait également impliqué beaucoup de nettoyage ethnique des deux côtés. Je vais y venir. Donc, en gros, et les États-Unis ont aussi commencé à préparer la Croatie à une offensive, et ils ont envoyé ce qu'on appelle des contractants militaires. Certains pourraient cyniquement les qualifier de mercenaires, autorisés par les États-Unis pour entraîner l'armée croate avec leurs nouvelles armes, et en gros, la préparer à une offensive pour mettre fin à la guerre. En Croatie même, qui a également connu une guerre, il y a eu une sécession des régions à majorité serbophone, un endroit appelé la Krajina. L'objectif était de régler cette guerre, puis d'intervenir en Bosnie-Herzégovine du côté de la Fédération musulmano-croate contre les Serbes. Mais ce qui s'est passé en premier, c'est un terrible massacre à Srebrenica. C'est vraiment ce que les États-Unis ont utilisé comme opportunité, disons, pour régler la guerre selon leurs propres conditions. Ce qui s'est passé à Srebrenica. Srebrenica était qualifié de zone de sécurité. Les Nations Unies y avaient envoyé une force de maintien de la paix. Il s'agissait en réalité d'une force de maintien de la paix très inefficace, car sa mission n'était pas clairement définie. Ainsi, plusieurs zones de sécurité ont été établies. En fait, plusieurs villes qui devaient être occupées par les forces de l'ONU et interdites aux attaques serbes. Srebrenica était l'une de ces villes,
et c'était une ville à majorité musulmane. Cependant, ce qui ressort très clairement des rapports de l'ONU, c'est que cette ville n'était pas désarmée. L'armée bosniaque avait des unités là-bas, une division entière, je crois, sous le commandement d'un certain Nazar Orić, et il a pu mener des incursions contre les positions serbes depuis Srebrenica, mais les Serbes n'ont pas pu riposter pleinement parce que c'était une zone protégée. Orić d'ailleurs avait une très mauvaise réputation en matière d'atrocités. Cela a été révélé. Même les témoins à charge contre Milošević ont reconnu qu'il avait une terrible réputation pour les atrocités. À un certain moment, il semble tout à fait possible que le gouvernement bosniaque ait pris la décision de laisser tomber Srebrenica, car ils ont commencé à retirer leur matériel lourd de la ville en juillet. Cela est confirmé par Carl Bildt, ancien Premier ministre suédois et l'un des médiateurs de l'UMM à cette époque. Il confirme qu'il semble effectivement y avoir une décision prise par le gouvernement musulman de laisser Srebrenica tomber, dans l'espoir que cela choquerait tellement l'opinion mondiale que cela conduirait à une intervention, ce qui s'est effectivement produit. Il s'agissait d'un acte très cynique de la part du gouvernement bosniaque, qui a retiré son équipement lourd. Cela a également été confirmé par Jane's Defense Weekly. Plusieurs sources ont confirmé qu'il y avait eu un retrait remarquable de l'équipement lourd par l'armée bosniaque juste avant l'attaque serbe. Il y avait aussi des forces de l'ONU sur place, mais elles étaient légèrement armées. Il y avait un bataillon néerlandais. Ils ont été tenus responsables de la chute de la ville, mais il n'est pas certain qu'ils aient réellement eu assez d'armes pour l'empêcher. Quoi qu'il en soit, les Serbes ont effectivement pris le contrôle de la ville. Ils ont également pris Goražde, et ils semblaient particulièrement amers à propos de Srebrenica. À Goražde, ils ont commis aucune atrocité comparable, mais à Srebrenica, ils ont rassemblé tous les hommes. On parle souvent d'hommes et de garçons, mais je pense que 90% des personnes tuées étaient des hommes de plus de 16 ans, autrement dit en âge de combattre, et ils les ont exécutés. Il s'agit donc sans aucun doute d'un crime de guerre majeur. Cela a d'ailleurs été qualifié de génocide par le tribunal pénal international. Cela a été qualifié de génocide par le tribunal, mais cela reste vraiment discutable. Il y avait un article dans la Yale Law Review, pas dans le Yale Law Journal lui-même, mais je crois dans le Yale Journal of International Law, qui soulevait de vraies questions quant à savoir si cela répondait ou non à la définition du génocide. William Schabas, qui était un juriste irlandais, en fait un professeur de droit irlandais, je crois, et qui a été président de l'Association internationale des spécialistes du génocide, avait déclaré qu'il ne pensait pas que cela remplissait les critères du génocide. Mais malgré tout, cela a été qualifié de génocide, à tort ou à raison. Je pense que cela, je suis désolé. Oui, désolé. Je voudrais juste ajouter ici, le fait qu'un acte soit un crime de guerre est déjà suffisamment grave. Le génocide est le crime des crimes. Personnellement, je suis favorable à abaisser le seuil pour définir quelque chose comme un génocide, car nous voulons prévenir autant que possible toutes ces situations. Malheureusement, ce que l'on constate, c'est que même avec la qualification de génocide, il existe des intérêts géopolitiques très clairs lorsque les acteurs occidentaux veulent qualifier de génocide tout crime de guerre qui leur est utile, y compris, par exemple, le prétendu génocide des Ouïghours par la Chine, n'est-ce pas? Apparemment, c'en est un. Srebrenica, et ainsi de suite. Mais tout ce qui se passe du côté que nous soutenons, comme Israël et la Palestine, si vous appelez cela un génocide, alors vous devenez persona non grata, n'est-ce pas? Parce que, selon le récit occidental, ils ne commettent pratiquement aucun crime. Mais bon, nous sommes ici face à une atrocité majeure, une atrocité massive.
Aucun doute là-dessus. C'était une atrocité énorme. Je pense que ce qui s'est passé ici avec l'utilisation du mot génocide, c'est qu'il y a eu une redéfinition du terme. Jusqu'alors, le mot génocide n'avait jamais été utilisé, à moins qu'il n'y ait des centaines de milliers de morts. Jamais. Pas de manière sérieuse. Et c'était la première fois que cela arrivait. C'était un abaissement du seuil. Un abaissement significatif du seuil. Et le problème, fondamentalement, c'est que si le génocide s'applique à tous les crimes de guerre, certains universitaires ont commencé à écrire que peut-être nous devrions définir le génocide même en termes d'événements non létaux, comme le nettoyage ethnique ou même le génocide culturel. Il me semble que si l'on commence à élargir la définition du génocide pour englober presque toutes les formes d'atrocité, il n'est plus très clair de quoi il s'agit réellement, et le terme finit par perdre son sens. C'est une possibilité qui m'inquiète beaucoup. Je pense que c'est un véritable danger. Des critiques comme Chabas ont soulevé ce point, et je pense que c'est un argument légitime. Si l'on abuse d'un terme, il perd sa signification. En pratique, cela a signifié que jusqu'à Gaza, le terme génocide n'était utilisé que contre des ennemis potentiels ou réels des États-Unis. Seuls les ennemis des États-Unis commettent des génocides. Les États-Unis ne commettent jamais de génocide, et les alliés des États-Unis n'en commettent jamais non plus. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, je pense qu'il y a eu des discussions selon lesquelles certains événements coloniaux ont été qualifiés de génocidaires, y compris ce que les Belges ont fait au Congo. Mais cela remonte à longtemps. En ce qui concerne les événements récents, le terme génocide jusqu'à Gaza n'a été appliqué qu'aux ennemis des Américains, contre les Chinois avec les Ouïghours. Il a toujours été utilisé jusqu'aux événements de Gaza pour désigner les ennemis de l'Amérique. Bien sûr, on a dit que la Russie commettait un génocide en Ukraine. On entend cela encore et encore. Les ennemis de l'Amérique commettent des génocides, mais les États-Unis ne le font pas. Donc le mot génocide a pris un caractère très politisé, instrumentalisé, ce que je trouve inquiétant. Cela a effectivement soulevé un problème ici, car dès lors que l'on commence à élargir la définition du génocide, eh bien, au bout du compte, les États-Unis eux-mêmes deviennent complices de génocide à Gaza, de ce qui s'est passé à Gaza. Je dirais, à mon avis, que cela correspond bien plus clairement à la définition classique du génocide. On peut avancer un argument bien plus crédible selon lequel ce que font les Israéliens à Gaza, tant par ses effets que par son intention, est génocidaire. Les États-Unis sont bien sûr profondément complices de cela, tout comme de nombreux pays européens. C'est un fait très inconfortable pour les États-Unis, mais c'est vraiment une exception, car jusque-là, les États-Unis luttaient héroïquement contre le génocide. Et la seule critique que l'on pouvait adresser à l'Amérique, c'est lorsqu'elle n'intervenait pas. Quand elle n'arrête pas le génocide assez rapidement par l'intervention. C'est pour cela que ce récit de Srebrenica et toute la nécessité morale de bombarder la Serbie en 1999 pour éviter une autre Srebrenica est si important, n'est-ce pas? Et cela nous est resté, encore et encore, à maintes reprises. Peux-tu peut-être nous emmener un peu plus loin, au-delà de 1995, pour expliquer comment cela s'est développé? Permettez-moi de résumer un peu ce qui s'est passé en Bosnie. Après le massacre de Srebrenica, plusieurs événements ont eu lieu. Tout d'abord, le gouvernement croate a reçu le feu vert des États-Unis pour attaquer les Serbes ethniques dans la région de la Krajina, qui avaient été séparés, et a procédé à un nettoyage ethnique des Serbes de Krajina, expulsant environ 150 000 personnes par la force. Il s'agit en fait de l'un des plus grands actes de nettoyage ethnique de la guerre, avec le soutien direct et l'encouragement des Américains. Ensuite, l'armée croate est entrée en Bosnie-Herzégovine, a rejoint l'armée bosniaque et a commencé à s'opposer aux Serbes
et à reprendre les territoires conquis par les Serbes. Parallèlement, l'OTAN est entrée en jeu, et il y a eu l'opération Deliberate Force. Il y a eu une série de frappes aériennes coordonnées de l'OTAN contre les positions serbes. Je pense que cela a duré environ 2 semaines. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'OTAN attaquait principalement depuis les airs, et les forces terrestres de l'OTAN étaient l'armée bosniaque, l'armée musulmano-croate et l'armée du gouvernement croate. Ils ont commencé à repousser les Serbes. Une fois qu'ils ont pu revendiquer la victoire militaire, les États-Unis ont réuni toutes les parties sur une base aérienne à Dayton, dans l'Ohio. À Dayton, dans l'Ohio, ils ont négocié un accord de paix. Je dois ajouter qu'il a été clairement indiqué que seuls les États-Unis participeraient à cela. Les Européens n'étaient impliqués qu'en tant qu'observateurs. Il y a eu presque une humiliation ritualisée des États européens lors du processus de Dayton. Ce qui en est ressorti, c'est un succès retentissant. Cela a mis fin à la guerre. Il est cependant remarquable que l'accord était presque identique à ce que les Européens proposaient depuis des années par l'intermédiaire d'Owen. Il n'y avait pratiquement aucune différence. En fait, il était même plus généreux envers les Serbes. Il accordait aux Serbes 49% du territoire de la Bosnie, alors que le plan Owen ne leur en donnait que 43%. Et cela avait été considéré comme une capitulation. Mais cela ne semblait déranger personne, parce que ce sont les Américains qui l'avaient fait. Donc je pense que la meilleure façon de voir les choses, c'est que le but de toute cette opération était double. D'abord, donner un nouveau rôle à l'OTAN, puisque l'OTAN a mené les frappes aériennes. C'était de loin le plus grand engagement de combat, la seule implication militaire significative de l'OTAN depuis 1949 était l'opération Force délibérée. Et ce fut une victoire. On ne peut pas contester une victoire. Ainsi, cela a donné un nouveau but à l'OTAN après cela. Vous savez, l'OTAN avait une nouvelle fonction. Elle avait un nouveau prestige. Deuxièmement, cela a mis en évidence le fait que les États européens sont impuissants. Ils ont essayé pendant des années de résoudre le conflit, mais ils n'y sont pas parvenus. Cela montre à quel point ils sont incompétents. Seuls les États-Unis pouvaient le faire, parce que les États-Unis sont un pays clairvoyant et sage. C'est ainsi que cela a été présenté. Cela a été largement célébré par Richard Holbrooke, le responsable du département d'État américain qui a orchestré l'opération. Ses mémoires ont été largement saluées comme une œuvre littéraire, je suppose, et il a été présenté comme un héros. Et chose remarquable, il n'a en réalité rien proposé qui n'ait déjà été proposé par les Européens. Et cette guerre aurait pu être réglée des années plus tôt si les Américains l'avaient permis, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas que l'Europe en tire le crédit. Ils ne voulaient pas que quelque chose puisse nuire à la crédibilité de l'OTAN. Ah, et une chose de plus. Lorsque la guerre a pris fin, les forces musulmanes et croates se sont livrées à une vague massive de nettoyage ethnique à travers la Bosnie et ont, je pense, nettoyé ethniquement la Bosnie. Durant les dernières phases de la guerre et la phase immédiatement après la guerre, je crois qu'environ 150 000 à 200 000 Serbes supplémentaires ont été concernés. Encore une fois, le nombre de Serbes qui ont été victimes de nettoyage ethnique en Croatie et en Bosnie n'était pas aussi élevé que celui des personnes que les Serbes ont eux-mêmes expulsées pendant les 3 ans et demi de guerre, mais cela restait tout de même considérable. Et cela s'est fait, en tout cas, avec l'encouragement, voire sans aucune condamnation de la part des États-Unis et de l'OTAN. Ensuite, pour s'assurer du succès de cette opération, je crois que 60 000 soldats de l'OTAN ont été déployés, les forces de l'IFOR. Ça ne devait durer qu'1 an, mais bien sûr, cela a perduré jusqu'à aujourd'hui. Ces forces ont ensuite été remplacées par des forces de maintien de la paix de l'Union européenne.
Et aujourd'hui, en réalité, la Bosnie est essentiellement une colonie de l'Union européenne. D'abord l'OTAN et maintenant l'Union européenne. Toutes les décisions sont prises par le bureau du haut représentant, nommé par l'Union européenne, qui a en fait le pouvoir de veto sur les décisions prises par le gouvernement bosnien. La Bosnie est toujours en danger de se disloquer. C'est pourquoi il y a encore des forces de maintien de la paix sur place, tout comme au Kosovo. Encore une fois, c'est un peu une résurgence du système de mandat de la Société des Nations, qui était en fait une ère prolongée de colonialisme. On pourrait dire que c'est une nouvelle forme de colonialisme, un colonialisme bénin, si l'on veut le formuler ainsi. Oui, il suffit de regarder le drapeau de la Bosnie-Herzégovine. Ce sont les couleurs de l'Union européenne, jaune et bleu avec des étoiles. Oui. En somme, cela a redonné un nouveau souffle à l'OTAN et sapé la solidarité européenne, ainsi que les efforts de l'Europe pour atteindre une indépendance vis-à-vis des États-Unis. Et cela a aussi apporté de façon cruciale, je veux dire Srebrenica a apporté une toute nouvelle justification à l'intervention, à savoir la prévention du nettoyage ethnique et du génocide. Cela a été particulièrement célébré dans un livre de Samantha Power, qui est ensuite devenue une haute responsable gouvernementale, intitulé A Problem from Hell, America and the Age of Genocide. Le thème en était « L'Amérique intervient trop tard ou pas assez. Nous devrions intervenir davantage. » L'intervention est une bonne chose, c'est la chose morale à faire. Cela donne une justification morale à l'intervention et la place sur un plan supérieur. De ce point de vue du récit, la critique envers le gouvernement, dire la vérité au pouvoir, est que nous devrions intervenir plus tôt afin de sauver davantage de vies et à les bombarder dès la première occasion. Mais encore une chose, car je pense que les Européens tirent quelque chose de tout cela, même s'il y a, oui, de l'humiliation et ainsi de suite. Et le précédent établit que les États-Unis sont, encore une fois, une force pour la paix, n'est-ce pas? Apporter la paix, Dayton, Ohio, la grande paix de notre époque pour l'ex-Yougoslavie, ce qui bien sûr n'était pas le cas. Puis il y a eu le Kosovo, etc. Mais n'entrons pas dans ce sujet. Ce que je crois cependant, c'est que les Européens obtiennent le rôle honorifique de devenir la force de maintien de la paix, IFOR, et de maintenir la Bosnie unie. Car il existe la possibilité d'une nouvelle sécession, n'est-ce pas? Et les Croates de Bosnie-Herzégovine pourraient facilement rejoindre la Croatie, non? Ils sont frontaliers, etc. Mais les Européens disent « Non, vous restez ensemble parce que vous êtes notre cas de réussite en matière de paix », comme un second honoraire dans la structure impériale. Je pense que les Européens ont essentiellement décidé « La Bosnie n'a pas suffi ». Ils ont été aigris par la Bosnie. Ils en ont tiré une seconde leçon. La seconde leçon, bien sûr, c'était le Kosovo. Mais je pense qu'après le Kosovo et la Bosnie, ils ont décidé « Si tu ne peux pas les battre, rejoins-les ». C'est l'expression que j'ai utilisée auparavant et je la répète. Après le Kosovo, ils ont compris qu'il n'y avait vraiment aucun moyen de s'opposer aux Américains. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle le bandwagoning dans la théorie des relations internationales. Ils ont suivi le vainqueur, les États-Unis. Et l'idée, c'est que peut-être les États-Unis leur laisseraient quelques miettes qui leur permettraient de jouer un certain rôle. Et je dois aussi ajouter, bien sûr, qu'un facteur majeur ici est l'intérêt acquis lié à la guerre froide. Les fabricants d'armes ont énormément profité du fait que l'OTAN allait désormais se voir attribuer une nouvelle fonction. Et cela ne concernait pas seulement les États-Unis, mais aussi l'Europe. Les fabricants d'armes, dans des pays comme la France et au sein de l'Union européenne, allaient désormais, eux aussi, obtenir de nouveaux contrats, et cela allait perdurer. Plusieurs facteurs expliquaient ici la soumission de l'Europe aux États-Unis. Mais il s'agit d'une soumission obtenue par la confrontation
et par un harcèlement constant, pourrait-on dire, et à un coût très élevé. 100 000 personnes ont perdu la vie, qui seraient très probablement encore en vie aujourd'hui si les États-Unis n'avaient pas continuellement empêché les efforts européens pour régler cette affaire. Oui, et des flux migratoires extrêmement importants également. Je veux dire, le nombre de personnes qui ont quitté la Yougoslavie et se sont installées aussi en Autriche, en Suisse, en Allemagne, etc., parce qu'elles y ont été contraintes, est une autre tragédie. Heureusement, aujourd'hui, ces blessures sont en train de guérir. Mes meilleurs amis sont bosniens, un Serbe de Bosnie et une Croate de Bosnie, qui se sont mariés, et les blessures guérissent, heureusement. Mais les atrocités ont été immenses. Et le récit actuel, comme vous l'avez justement souligné, qui consiste à tout mettre sur le dos des Serbes, c'est un peu comme « Oh, mettons tout sur le dos de Hussein. Mettons tout sur le dos d'un seul. » Une théorie de l'histoire Father l'épouvantail. La théorie du bouc émissaire dans l'histoire. Juste une question. Est-ce que les États-Unis, à ce stade du conflit, avaient déjà obtenu des bases militaires grâce à cela? Parce qu'aujourd'hui, la base américaine la plus importante se trouve bien sûr au Kosovo, et celle-ci n'est arrivée que plus tard. À ce moment-là, pensez-vous qu'il y avait déjà une stratégie visant à avoir des troupes sur le terrain pour une utilisation future? Oui, je ne suis pas vraiment sûr de la présence de bases américaines en Bosnie-Herzégovine aujourd'hui. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a une très grande base américaine au Kosovo, mais je ne peux vraiment pas vous donner de détails précis sur la situation en Bosnie. Mais je pense que le plus important, encore une fois, c'est que l'OTAN s'est vu attribuer un nouveau rôle, et c'était un objectif majeur des États-Unis. Donner un nouveau souffle à l'OTAN et contrer les efforts européens visant à remettre en cause l'OTAN. Et cela a été accompli. Cela a été accompli de façon spectaculaire, et c'est la Yougoslavie qui a permis que cela se réalise. Donc, cela a été considéré comme un immense succès. Encore une fois, cela repose sur le dos de nombreuses personnes qui ont souffert à cause de ces événements. Cela a également eu d'autres effets. Vous avez mentionné les flux de réfugiés vers l'Europe. Comme nous le savons, tant en Europe qu'aux États-Unis, la question de l'immigration est un sujet très controversé. Les sondages montrent que cela a été un facteur très important dans la montée de Donald Trump, tout comme en Allemagne avec l'AfD et tous les partis de droite avec le parti de Le Pen et ainsi de suite en France. Et ce qui est souvent oublié dans ce débat sur l'immigration, c'est à quel point les guerres soutenues par les États-Unis sont souvent à l'origine de ces flux migratoires. Je veux dire, si vous déstabilisez des pays de l'ex-Yougoslavie, si vous déstabilisez des pays du Moyen-Orient à travers la guerre contre le terrorisme, si vous les déstabilisez par des tentatives de renverser le gouvernement syrien, par l'opération Timber Sycamore, toutes ces actions provoquent d'énormes flux de migrants. Aux États-Unis, toutes les guerres en Amérique centrale dans les années 1980 ont contribué à augmenter l'immigration vers les États-Unis. Tout cela est politiquement déstabilisant. Donc, cela a de multiples effets négatifs. Les gens aiment prétendre que ce n'est qu'un avantage, mais regardez tous les effets négatifs que cela a eu. Quelques Européens commencent à comprendre cela. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que récemment, l'AfD a publiquement déclaré qu'elle était contre une intervention des États-Unis et d'Israël en Iran. Ils ne soutiennent pas cette démarche, l'une des principales raisons étant « Nous ne voulons pas voir arriver encore quelques millions de musulmans d'Iran en Europe ». Donc certains comprennent la situation, mais d'autres restent encore largement attachés au récit selon lequel il faut intervenir, sinon il y aura un autre Srebrenica et des pertes massives. Peut-être une toute dernière chose.
car ce qui est important à propos des années 1990, c'est bien sûr l'absence plus ou moins totale de l'Union soviétique et de la Russie des affaires mondiales, car elles étaient occupées par leur propre désintégration. La réaction russe, très brièvement, ils n'étaient pas contents de cela, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas le cas. Tout d'abord, ils avaient effectivement un certain lien ethnique avec les Serbes, et ils s'identifiaient en partie aux Serbes en tant que coreligionnaires orthodoxes orientaux. Mais ce qu'ils percevaient, de leur point de vue, comme de l'intimidation de la part des États-Unis et de l'OTAN envers les Serbes, une intimidation incessante, leur faisait se demander s'ils seraient les prochains. Cela était vrai en Bosnie. C'était encore plus vrai au Kosovo. Je pense que le Kosovo a constitué un tournant pour une grande partie de l'élite russe dans la façon de percevoir les États-Unis et l'hégémonie américaine sous un jour beaucoup plus sombre, et de voir l'OTAN également sous un jour beaucoup plus inquiétant. Il ne fait aucun doute que cela a aussi semé les graines du conflit entre la Russie et l'OTAN, ainsi que de la guerre actuelle en Ukraine. L'empoisonnement de la relation remonte à la fin de la guerre froide et aux guerres de Yougoslavie. On l'oublie souvent. David Gibbs, si les gens veulent en savoir plus sur vous, je leur enverrai les liens vers vos livres. Et mes livres, oui. Mon livre de 2009 sur la Yougoslavie. D'abord, ne pas nuire. Je mettrai le lien dans la description. David Gibbs, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, Pascal.